Bonjour et bienvenue dans notre chaîne Nous Entrepreneurs. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Thomas Deras, fondateur de la société Matcha. Bonjour Thomas, merci d'avoir accepté notre interview. Bonjour, merci, avec plaisir. Alors, première question, est-ce que tu peux te présenter et nous présenter ton parcours entrepreneurial, s'il te plaît? Alors oui, donc Thomas Deras, moi j'ai 36 ans, je suis installé en France depuis quelques années pour mon parcours pro, mais j'ai bossé un peu à New York et j'ai vécu aussi en Asie quelques temps. J'ai commencé par travailler dans l'univers du conseil en sortant d'école, donc métier assez formateur, mais où je ne retrouvais pas forcément le challenge de l'entrepreneuriat qui m'a appelé assez tôt. Donc j'ai basculé pour travailler chez BPI France. J'ai fait du financement, de participer à tout ce qui est financement de l'innovation. Donc, je me suis progressivement rapproché d'un univers plus startup, d'un écosystème plus startup pour le comprendre et voir comment je pouvais m'insérer ou m'intégrer ou en tirer un maximum de choses. Et puis en parallèle de ça, en parallèle de ces deux métiers dont j'ai parlé, moi je suis passionné de vin, de bière et de spiritueux donc depuis quasiment 20 ans maintenant. Et j'avais passé des certifications pour apprendre tout un tas de choses sur le sujet. Je suis devenu sommelier, donc sommelier conseil, donc qui était une activité parallèle, un premier pas vers l'entrepreneuriat, mais en solo en fait. Et j'ai commencé à travailler en tant que sommelier pour construire des cartes de vin, bière, spiritueux, cocktail pour un restaurant à Paris. Donc, ça a duré 7 ans. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai croisé un de mes deux associés chez Matcha. Voilà. Et en fait, progressivement, en travaillant ensemble, en réfléchissant à quelles étaient un peu nos forces, nos faiblesses, les besoins de marché et est-ce qu'il y avait un créneau à prendre, on a mis au point et on a dessiné ce que Matcha allait devenir. Et on a lancé ça du coup en 2018, donc il y a 6 ans, avec un troisième associé, Eduardo. Et aujourd'hui, on est une quinzaine chez Matcha. C'est bien développé et voilà. Effectivement. Alors, est-ce que tu peux nous parler du coup de Matcha? Donc, on a compris la genèse du projet, mais de façon plus spécifique, qu'est-ce que fait Matcha? Qu'est-ce que propose Matcha? Alors, Matcha, c'est une entreprise qui est en B2B et qui propose aux distributeurs, donc ça peut être la grande distribution, ça peut être le travel retail, ça peut être les pure players, une solution pour booster leurs ventes sur les rayons complexes. Les rayons complexes, c'est du coup assez logiquement tout ce qui est vin, bière, spiritueux. C'est les premiers rayons qu'on a lancés. On a commencé par le vin, on a ensuite ajouté la bière et les spiritueux. Mais c'est aussi des rayons comme le café, où l'achat se complexifie de plus en plus avec le café en grains. C'est aussi des rayons qu'on va lancer prochainement, comme la cosmétique beauté, où on a un besoin d'accompagnement. Et donc, du coup, nous, on déploie une solution, surtout en e-commerce, mais aussi en magasin, pour que les shoppers soient accompagnés dans leur acte d'achat. On a toujours une solution qui est branchée à l'assortiment en temps réel et qui va permettre de se construire une sélection sur mesure en fonction de ses envies, de ses besoins, de ses goûts. Et du coup, oui, qu'on va déployer sur les différents canaux, donc les apps natives, les sites e-commerce et les magasins quand on a la possibilité de le faire. Voilà. D'accord, mais dis-moi, c'est extrêmement vaste. Alors, est-ce que tu peux me parler d'une expérience client? Comment est-ce que ça se passe? On rentre en contact avec Matcha, probablement par le site internet, mais pas que. Le bouche à oreille doit aussi fonctionner. Et puis après. Alors, en fait, comme on a un positionnement B2B, on est très souvent en marque blanche ou en marque gris clair. Donc, je vais prendre deux expériences shopper, une en e-commerce, une en magasin, pour expliquer tout ça. En e-commerce, si une personne fait ses courses sur le site de Carrefour ou d'Intermarché, par exemple, Matcha va être intégré dans le parcours de course. Donc, si j'ai l'idée en tant que client, parce que j'ai un besoin X ou Y, d'acheter une bouteille de vin, d'acheter une bouteille de spiritueux ou d'acheter une crème de jour, en fait, dans la page en question, vous allez trouver le module Matcha qui va vous permettre d'être conseillé et d'acheter sereinement. Et en fait, on va de ce parcours-là jusqu'à l'ajout au panier, jusqu'à la validation de panier. Donc, on est vraiment complètement intégré au parcours de course. D'accord. Donc ça, c'est sur la partie e-commerce. Euh, En magasin, c'est un peu différent parce que les enjeux sont à la fois d'avoir un conseil par rapport à ce qui est disponible et de trouver le produit rapidement. Ce n'est pas un enjeu du e-commerce.
Donc là, on a travaillé une expérience qui est évidemment digitale avec de la bande tactile ou des écrans tactiles et des parcours sur son téléphone via du QR code, donc un peu comme un menu digital au restaurant. On a de la PLV qui valorise le service, qui dit, bah voilà, ici, vous pouvez être conseillé sur votre achat vin, votre achat spiritueux, etc. Soit sur une bande tactile, soit sur le téléphone. Et on va jusqu'à se brancher au système d'étiquette électronique pour faire flasher l'étiquette électronique dans le magasin D'accord. et donc trouver rapidement le produit qui a été conseillé. C'est super Voilà. ça. Donc ça, Ça, c'est l'expérience magasin. ça facilite énormément les choses. Alors, je crois que vous avez ajouté avec tes associés de l'IA. Il me semble qu'il y a eu des Oui. choses à ce niveau-là. Alors, en fait, assez rapidement, l'enjeu qu'on avait, en commençant par une catégorie aussi compliquée que le vin, si on repart un peu de pourquoi c'est compliqué, on a en France et dans d'autres pays à peu près 9 consommateurs sur 10 qui se disent incapables d'acheter un vin sereinement, parce qu'ils n'ont pas le niveau d'information, parce qu'ils n'ont pas la maîtrise et que c'est quelque chose qui est assez intimidant. Et on retrouve peu ou prou sur les autres catégories ce niveau de complexité. Donc nous, l'enjeu, c'était comment est-ce qu'on peut euh, imiter au mieux possible le métier qu'un caviste fait ou le métier qu'un sommelier fait. Pas pour les remplacer, puisque c'est pas le sujet, c'est plutôt pour combler un vide quand ils sont pas là. Et sur une plateforme e-commerce, en général, il n'y a pas de conseil. Dans un magasin de grande distribution ou dans une boutique d'aéroport, le conseil est quand même très limité. Donc, l'IA, on l'intègre à plusieurs niveaux. On l'intègre d'abord pour comprendre les produits qu'on va Mhm. conseiller. Donc, ça, il faut pouvoir brancher ça à notre base de données et construire des profils automatisés sur n'importe quel produit, qu'il y en ait plusieurs centaines ou plusieurs milliers. Ensuite, on doit pouvoir donner la possibilité à l'utilisateur, donc au shopper, de faire une recherche librement avec ses mots à lui, en fait. Et peut-être que vous allez dire, bah, en fait, je veux un blanc sec pour l'apéritif, là où quelqu'un va dire, non, moi j'ai plutôt en tête un blanc fruité, mais pas trop puissant. Et donc ça, il faut qu'on arrive à le comprendre. Voilà, donc ça, c'est un deuxième point. Et après, évidemment, dans tout ce qui est construction des sélections de produits et des conseils, on joue avec l'IA pour bah, proposer la sélection la plus efficace en intégrant les rêves qui convertissent le mieux, les nouveautés, etc., pour avoir une vraie aussi diversité dans les sections. Alors, c'est très complexe en fait, parce que il faut comprendre effectivement les termes utilisés par la personne qui veut effectuer l'achat, son besoin, sa personnalité, ce qu'il attend du produit. Il y a beaucoup de recherche et développement derrière. Il y a beaucoup de R&D. Comme je disais, on est une quinzaine aujourd'hui et la plus grosse équipe, c'est l'équipe de développeurs en fait. On a Eduardo, mon CTO et associé fondateur, enfin, manage et accompagne la plus grosse équipe. Et effectivement, c'est un gros effort depuis le début chez Matcha de reproduire le mieux possible, le plus fidèlement possible, la meilleure expérience de conseil qu'on puisse trouver dans le vaste monde. Alors, est-ce que je vais repartir d'un terme que tu as utilisé, c'est cofondateur. Est-ce que pour Oui. toi, au moment où tu as lancé Matcha, c'était une évidence ou c'est quelque chose qui s'est fait naturellement? Comment ça s'est passé? Parce que l'association, beaucoup de personnes en rêvent. Et puis, il y a aussi tout un tas de croyances autour de cela. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, s'il te plaît? Oui, alors il y a plusieurs. Je m'étais évidemment pas mal renseigné autour de moi sur les conseils, les choses à ne pas faire sur la partie association. Donc, j'avais plusieurs points en tête. Moi, je voulais évidemment pas me lancer seul pour des notions de complémentarité, parce que je trouve qu'on apprend plus vite et on se challenge plus vite quand on est à minima deux, et du coup, c'est encore mieux quand on est trois. Euh, on est parti à trois personnes parce que il y a aussi ce côté non frontal du duo d'associés. Quand on n'est pas d'accord, bah, là, on peut, au gré des alliances et des sujets, recomposer un peu les discussions. Et ça, quand je me retourne sur le parcours qu'on a eu, c'était vraiment un bon point. Le fait de pouvoir partager un peu différemment et décider de manière tripartite, sachant que les deux associés avec qui je me suis lié avaient des parcours et des formations d'ingénieurs développeurs, avec des sensibilités proches, et que moi je découvrais parce que j'ai pas cette formation.
Donc c'était une évidence, l'association, mais j'avais quand même en tête quelques garde-fous sur comment la maximiser et faire en sorte que l'attraction que représentent les associés au démarrage soit la plus robuste possible. Alors, comment tu t'y es pris? C'est des gens que tu connaissais d'avance ou ce sont des gens que tu as recherchés, dont tu as recherché les profils? Comment ça s'est passé? Je dirais que j'ai eu quand même un peu de chance parce qu'en fait, quand je parlais du métier de sommelier, c'est dans ce cadre-là que j'ai rencontré Benoît, donc un des deux associés, et on a bossé avant Matcha pendant 4-5 ans ensemble. Mm. Donc, on connaissait notre manière de fonctionner qui était très différente, notre personnalité, on savait comment prendre l'un et l'autre dans les bons, les mauvais jours. Et donc ça, c'était une force voilà, qui a rendu le tandem relativement efficace. Et en fait, Eduardo, donc le CTO dont je parlais tout à l'heure, et le troisième associé, était un ancien stagiaire de Benoît, donc il connaissait, on va dire, plutôt sa valeur professionnelle et quelques-unes de ses valeurs, mais on a eu une bonne période d'observation tous les trois pour faire plus amplement connaissance d'Eduardo et s'assurer que voilà, on avait encore une fois un trident efficace. Absolument, parce qu'effectivement, c'est fondamental, pouvoir challenger ses idées, mais aussi savoir comment on discute avec l'autre et comment on respecte ses valeurs, c'est fondamental. Alors, C'est l'avenir de ça. Matcha, tu le vois comment dans les 3 à 5 ans qui viennent? Bonne question. Donc nous, on a plusieurs enjeux. D'abord, continuer à ouvrir des rayons complexes de manière générale. J'ai parlé de 5 rayons. Il y en a probablement d'autres qui verront le jour dans les mois ou dans les années qui viennent. On a un business aujourd'hui qui est à 80% e-commerce, alors même que le e-commerce en France, en Europe, représente 10-15% du total. Donc on a un enjeu à faire une bascule la plus efficace possible en offline. Et ça, c'est un vrai challenge parce que autant le digital en e-commerce, c'est naturel, autant le digital en magasin, ça ne l'est pas toujours. Euh, et après, on est encore très français dans l'approche, donc on a quelques clients à l'international, en Europe notamment, mais gros enjeux sur les marchés clés qu'on peut connaître sur nos rayons historiques, les boissons alcoolisées et sur les autres. Voilà. Oui, effectivement, la France, quand on parle de France, on pense luxe, gastronomie et bien évidemment vin et fromage, spiritueux et fromage. Ouais, et même cosmétique en fait, parce que ça fait partie du top 3 des secteurs à l'exportation dans la balance française. Donc c'est un vrai secteur clé. Le café, un peu moins. On est plutôt consommateur, importateur que producteur. C'est exact, effectivement. Alors, s'il y avait une possibilité de remonter le temps, et on va imaginer que je dispose de cette possibilité, et je t'emmène dans la machine à remonter le temps, et on ressort, et on te découvre adolescent, le jeune Thomas s'interroge forcément sur son avenir, encore que j'ai cru comprendre que le domaine viticole, le fait de devenir sommelier, c'était une évidence enfin, assez jeune chez toi. Est-ce qu'il y a un conseil que tu aimerais néanmoins prodiguer au jeune Thomas? Euh, Bonne question. Alors effectivement, moi j'ai découvert ce qui est vin, etc., plutôt vers l'âge de 20 ans. Oui. Et en sortant d'une formation assez intense d'un point de vue scolaire, bachotage, que sont les classes prépa. Et je pense que j'ai construit ça en réaction à j'ai besoin de quelque chose de plus sensoriel, de plus palpable, de plus en lien avec mes sens. Donc, il fallait réfléchir à un conseil pour ce jeune Thomas qui a rajeuni, je dirais garde en tête la beauté et l'importance des métiers plus artisanaux, des métiers plus sensoriels plutôt que le sacro-saint du métier intellectuel enfin intellectuel, ouais, intellectuel parce qu'on considère qu'il est plus intellectuel alors qu'en fait pas du tout. Mais le métier classique de col blanc, voire d'entrepreneur, il y a beaucoup d'autres métiers chouettes, dont tout ce qui est manuel ou sensoriel.
Est-ce que tu dirais que pour devenir entrepreneur et avoir du succès, ce qui est le cas de Matcha, il faut qu'il y ait une certaine passion dans le secteur d'activité dans lequel on se lance? C'est à double tranchant. Évidemment, ça aide au début parce qu'on a envie de changer les choses ou de partager euh, sa vision de passionné. Et quand, surtout dans les univers dont on a parlé, c'est-à-dire que c'est des univers de partage et de transmission. Ouvrir une bouteille de vin, bon, bah, c'est toujours mieux quand on est plusieurs et quand quelqu'un peut nous raconter une histoire ou nous donner deux, trois éléments sur le sujet. Donc ça aide. Après, à long terme, ça peut devenir un peu pesant, justement, si on n'emmène pas cette passion et cette vision à l'endroit où on avait prévu dans le business plan, dans le développement entrepreneurial de manière générale. En lançant Matcha, j'avais en tête et on avait en tête que ce soit plutôt dédié aux boissons alcoolisées. Bon, bah, il se trouve que l'histoire qu'on écrit aujourd'hui, elle est un peu différente. Et donc, du coup, on s'éloigne progressivement du domaine de passion. Mais c'est comme ça, en fait. Et puis Et il existe par ailleurs. Voilà. c'est ce que font les entrepreneurs, saisir des opportunités quand elles se présentent. Oui. Alors, une dernière question, Thomas, si tu le veux bien, c'est est-ce que justement il y a une question que je ne t'ai pas posée que tu aurais aimé que je te pose? Euh, Bon, la question assez classique, c'est qu'est-ce qui est le plus dur dans ton parcours d'entrepreneur ou qu'est-ce qui est le plus Apprentissage? difficile, ce sur quoi tu as le plus appris? Oui, très bien, très bien. Je t'en prie. Je pense que c'est une question assez classique. Euh, alors, je vais être obligé de répondre à deux, trois trucs différents parce que c'est difficile d'en sortir un, mais le côté multicasquette, changer de sujet plusieurs fois par jour, avec des intensités différentes, avec des enjeux différents et des niveaux de priorité qui changent tout le temps. Voilà, devoir gérer quelque chose sur la trésorerie en même temps que négocier un gros contrat et d'avoir un ou deux sujets RH ou de recrutement, par exemple. Voilà, ça c'est le quotidien, surtout quand on est pas sur des grosses équipes. Euh, Et après, il faut être prêt à l'intensité et les variations émotionnelles. Voilà, le côté montagne russe, c'est pas un mirage, c'est pas un mythe, c'est une réalité. Il y a des jours où tout se passe comme on l'avait prévu, comme on l'avait écrit, et d'autres où bah, il faut recomposer vite. Il faut travailler une mauvaise nouvelle et comment est-ce qu'elle va être perçue par l'équipe, etc. Et voilà, et avoir ce sentiment à la fois de protection tout en faisant grandir son équipe par rapport aux bonnes et aux mauvaises nouvelles. Donc ouais, non, le côté montagne russe émotionnel, c'est quelque chose. Être un leader, effectivement, ça comporte plusieurs aspects. Il y a plusieurs casquettes quand on est chef d'entreprise. Et puis, effectivement, la gestion du stress, de l'émotion, l'anticipation, tout ça, ce sont des choses qui ne sont effectivement pas un mythe. Merci beaucoup, Thomas, de ton sourire, de Merci à vous, ta merci à passion, toi. d'avoir participé à cette interview. Et chers amis auditeurs, nous nous retrouvons bientôt pour de nouvelles interviews. Bonne journée, au revoir.